Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Vous autrement, osez vous dévoiler au-delà du faire et du paraître avec Clotilde sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, c'est le professeur Jean-François Conille avec qui l'émission a déjà commencé et qui se prête au jeu de se dévoiler au-delà du faire et du paraître. Jean-François Conille, on a vu un petit peu votre parcours pour arriver jusqu'à devenir professeur agrégé et enseigner pendant 37 ans. La période de prédilection, celle que vous aimez le plus, est celle du cours de terminale et première. Oui, exactement. Donc en fait, ça représente quoi? C'est toute la période du XXe siècle? C'est la période du XXe siècle, oui, voilà. C'est une période dans laquelle on est encore un peu, où on vient de sortir. Aujourd'hui, avec l'actualité, vous devez avoir un certain recul par rapport à ce siècle dernier. Oui, mais justement, l'histoire est très intéressante parce que, en connaissant l'histoire, on peut prévoir ou comprendre ce qui se passe après, hein, et surtout on a du recul. On s'engage pas de façon primaire dans des combats. Moi, je sais que personnellement, j'ai beaucoup de recul. L'histoire m'a donné beaucoup de recul compte tenu de l'évolution que j'ai connue en étudiant l'histoire. Et justement, encore aujourd'hui, vous voyez les événements se dérouler. Certains parlent de la veille d'une troisième guerre mondiale. Il y a vraiment une pression. Le contexte politique mondial n'est quand même pas très serein. Est-ce que vous, avec la connaissance que vous avez, ça vous donne des éléments, des clés sans doute, hein? Bien sûr. Quand vous voyez, par exemple, les menaces de la Russie sur l'Ukraine, les pressions qui existent, l'Ukraine qui est en train de craquer, l'Occident qui aide sans trop aider tout en aidant, les États-Unis qui se retirent, on est frappé on peut faire la comparaison avec la période qui précédait la Seconde Guerre mondiale avec Munich. Là, c'était pire parce que l'Occident s'est complètement déballonné devant Hitler. Mais là, est-ce que on tiendra face aux prétentions de Poutine, surtout qu'on voit l'Europe éclater avec des gens qui sont très pro-russes et d'autres au contraire qui sont anti. Donc c'est sûr que ça fait réfléchir. Ça vous surprend, vous, en tant qu'historien, de vous dire que l'histoire se répète? Non, ça me surprend pas. L'histoire, elle se répète pas forcément, mais il y a des éléments qui font penser à ce qui s'est passé autrefois. Et dans ce XXe siècle, avec toute cette histoire mondiale, justement, cette première guerre puis deuxième guerre mondiale, comment est-ce que vos élèves reçoivent la façon dont vous leur racontez, dont vous leur faites vivre ces événements? J'essaie de leur faire un travail complet et correct, en étant le moins subjectif possible. Et c'est sûr que plus on s'avance dans le temps, plus on risque d'être subjectif. Je prends par exemple pour les terminales présenter les événements de mai 1968 ou la guerre d'Algérie. C'est des événements que j'ai connus. C'est pas forcément évident de les présenter avec suffisamment de recul. Mais donc moi j'ai eu à cœur d'être correct vis-à-vis des élèves, de pas faire de l'endoctrinement et d'essayer d'apporter des connaissances à partir desquelles ils se forgeaient un jugement. Parce que les élèves, il y avait des différentes sortes, hein. Il y en avait qui buvaient les paroles sans autre chose. Il y en avait au contraire qui étaient déjà politisés en terminale. Et donc ça, c'était intéressant d'ailleurs parce que ça permettait d'éviter de parler simplement au mur. Les gens réagissaient et donc ça pouvait présenter un grand intérêt, même si c'était un peu handicapant parce qu'il y avait un programme à respecter, il y avait le bac à préparer, donc on pouvait pas se permettre de traîner pendant une demi-heure sur des questions précises, oui. Qu'est-ce qui est important dans le fait d'enseigner l'histoire? Est-ce que c'est d'être dans la vérité? Est-ce que c'est d'être dans la mémoire? Qu'est-ce qui pour vous est important dans cette... De toute façon, c'est important d'être dans la vérité, mais la vérité, elle peut évoluer, hein. Elle peut évoluer. Quand vous voyez, par exemple, comment on examinait, comment on décrivait la période maoïste dans les années 60 et comment on la juge maintenant, comment on jugeait l'expérience de Fidel Castro et comment on la juge maintenant, l'histoire évolue, hein. Donc, faut prendre du recul et surtout, faut éviter d'être trop doctrinaire. Donc, faut présenter, mais en disant que ça peut évoluer et que l'histoire après coup,
on pourra peut-être voir les choses autrement. Ouais, si je vulgarise un petit peu ce que vous dites, c'est non pas être dans des idées, mais plutôt dans des faits. Voilà, c'est être dans des faits, mais faut des idées également, mais les faits, c'est important, quoi. Et la connaissance des périodes, la connaissance des conséquences de certaines périodes fait partie justement de cet enseignement. Ben bien sûr, parce que ça permet justement d'avoir du recul, de comprendre. Hein. On comprend pas la Seconde Guerre mondiale et l'attitude, par exemple, des Français extrêmement réticents pour entrer dans la Seconde Guerre mondiale avec la drôle de guerre et encore avant, si on se rappelle pas l'hécatombe de la Première Guerre mondiale avec 1 400 000 morts et le traumatisme que ça a représenté pour les familles. Vous voyez ? Donc tout ça, ça doit être présenté, quoi. Et vous évoquiez là tout à l'heure en disant c'est des périodes que j'ai moi-même vécues. Donc dans votre famille, vous avez vécu ces événements comme Français de notre territoire. Quels souvenirs vous en avez ? C'est des souvenirs. C'est pas que je les ai vécus, c'est des souvenirs. Il y a des choses que j'ai lues, que j'ai vues à la télévision. Mai 68, moi j'étais relativement peu engagé en mai 68, mais j'ai vu les manifestations qui se déroulaient, et donc moi j'étais réticent vis-à-vis du boycott des cours, etc. Mais j'ai examiné tout ça. Donc, à cette époque-là, pardon, je vous coupe. À cette époque-là, vous êtes à Dijon. Je suis à Dijon. Vous êtes à Dijon, et puis vous voyez via la télé en fait ce qui se passe à Paris avec les pavés, etc. Puis je vois à Dijon, il y avait des piquets de grève, par exemple, pour contenir l'entrée des étudiants. Mais à Dijon, c'était extrêmement calme quand même. Ça n'a rien à voir avec Paris. Oui, donc vous étiez un petit peu spectateur via la télé, vous voyez ce que se passait. En tant qu'historien, c'est peut-être un peu gênant, mais je suis un peu spectateur. Je m'engage pas. Moi, je m'engage pas sur le plan politique. Je m'engage pas sur le plan idéologique. L'histoire m'a montré que finalement, ceux qui avaient raison un jour, qui étaient présentés comme les héros du jour, ils pouvaient être critiqués après, etc. Donc moi, j'ai toujours beaucoup de recul par rapport à ce que je présente. Une grande prudence, hein. On sent ça dans votre discours. Et puis en même temps, du respect par rapport, je prends les élèves, du respect par rapport aux élèves. On n'a pas à les assommer par notre supériorité intellectuelle, donc beaucoup de respect pour eux. Oui, vous parlez d'ailleurs, vous avez dit plusieurs fois depuis le début de l'émission que vous ne vouliez pas être dans l'idéologie, dans l'endoctrinement. Non, pas du tout. Vous pensez qu'il y a un risque aujourd'hui de glisser dans l'idéologie et de se détacher des faits et de l'histoire mais toujours. Mais c'est pas forcément que de l'histoire. Un prof de philo, il peut se lancer dans l'idéologie. Hein. Et il y a que les profs de maths et de physique qui sont sauvés. Hein. Eux, ils sont tranquilles. Hein. On va pas A plus B au carré, ça fera toujours pareil. Donc ça change pas. Mais donc c'est sûr que c'est un risque de se lancer dans l'idéologie. Donc ça existe, ça a toujours existé et ça existe encore. Alors quand on évoque l'histoire, on ne peut pas ne pas se souvenir de l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire en 2020, qui a été décapité. La décapitation, c'est quelque chose de très fort au niveau horrible. De la tête. C'est quand même le siège, c'est le cœur du savoir, c'est le cœur de la connaissance, c'est de dire ce que ça représente de décapiter. Comment vous avez réagi quand vous avez appris cet assassinat ? J'ai été scandalisé et écœuré, quoi. Je dis c'est le cas extrême de la contestation de certains professeurs, quoi. Et encore une fois, c'est un professeur d'histoire. Les professeurs d'histoire, ils sont aux premières loges. C'est eux qui sont chargés d'expliquer le monde d'aujourd'hui. C'est eux qu'on charge de mission quand il s'agit de donner des explications sur un phénomène. Et donc, ils sont aux premières loges et ils en subissent les conséquences. Mais c'est une honte, quoi. Donc aujourd'hui, il y a des tas de professeurs, d'après ce que je lis et d'après ce que j'ai entendu aussi, il y a des tas de professeurs qui sont sur la défensive. Quand ils font des cours, ils les font en disant attention, il y a le message que je dois passer et il y a la façon dont mes interlocuteurs, les élèves, vont recevoir ça. Il faut que je fasse attention, que j'agresse. Je dois passer ça plutôt sous silence. Au contraire, je dois insister là-dessus. C'est très difficile là, maintenant. Très, très difficile. On est loin de l'image que vous nous avez donnée il y a quelques minutes à vous dire que le professeur était là, respecté, écouté et que finalement il prenait beaucoup de plaisir à transmettre à ses élèves. Oui. Bah aujourd'hui aussi. Je pense que les professeurs d'aujourd'hui, ils ont beaucoup de plaisir à transmettre à leurs élèves, mais
il peut avoir une certaine retenue qu'on n'avait pas à l'époque où j'ai démarré mon activité professionnelle. Parce que le professeur, il était le seul à apporter en quelque sorte la connaissance. Les élèves, ils lisaient pas trop, il n'y avait pas de réseaux sociaux, etc. Donc, il n'y avait pas d'endoctrinement religieux, vous voyez, donc c'était plus facile. Alors vous dites, les professeurs maintenant peuvent avoir peur. Vous parlez de retenue. J'ai envie de dire de boule au ventre quand on regarde les dernières années. 2018, déjà, on a un professeur d'anglais qui se fait tuer au couteau à Courbevoie. John Dowling. 2020, Samuel Paty. En 2023, c'est Agnès Lassalle, professeure d'espagnol, qui est poignardée en plein cours. Et puis Dominique Bernard, en 2003, récemment, à Arras. Ce contexte meurtrier au sein même des établissements est terrible, à la fois pour les élèves et pour les professeurs. Évidemment, oui. Évidemment. Et puis surtout avec les médias d'aujourd'hui, ça a un retentissement considérable, quoi. Voilà. Mais c'est terrible. Alors faut peut-être pas dire que tous les professeurs aujourd'hui, ils partent travailler la boule au ventre. Ça dépend beaucoup de l'endroit où on est. Moi, je sais que c'est sûr que vous travaillez à Aix-les-Bains, vous avez plus de chances d'être serein que si vous travaillez dans une ville perdue et du 9-3, vous voyez. C'est toujours le problème, Vous êtes prof dans le Limousin profond. Je pense que vous n'avez pas de souci à faire cours en étant détendu. Vous voyez. C'est la transmission du savoir avec la peur au ventre. Il y a quelque chose qui me choque. Oui, non, mais faut relativiser. La peur au ventre, c'est pas la peur au ventre, c'est la prudence, voilà. La prudence. Moi, j'évoque ça comme ça. Moi, j'ai jamais connu ça. J'ai jamais connu ce phénomène-là. Mais j'essaie de me mettre dans la place des professeurs d'aujourd'hui. J'ai lu aussi des choses. La peur au ventre, faut pas exagérer. En tout cas, vous disiez en amont de l'émission, je me suis arrêtée au bon moment. Voilà, c'était à peu près 2003. C'est vrai que le climat s'était légèrement dégradé depuis. Il y a pas que le climat. J'étais content aussi de m'arrêter avec tous les problèmes informatiques qu'il y avait. C'était pas évident. Donc l'informatique démarrait. Moi, je faisais évidemment, j'imprimais des photocopies avec ça, mais j'étais pas très à l'aise, quoi. Puis, je suis pas encore très à l'aise non plus. Bon, après une belle carrière, parce que 37 ans de carrière, c'est quand même une carrière classique. Une carrière classique et une très belle carrière. Un petit dernier mot avant la deuxième pause sur la nécessité de la mémoire et de transmettre. Qu'est-ce que vous diriez? Quel message vous pourriez faire passer aux professeurs actuels, à ces jeunes qui sont tout juste agrégés et qui vont se retrouver à enseigner, eux, pendant maintenant 30-40 ans? Je leur dis de faire leur travail comme il faut, d'être consciencieux. C'est un problème de conscience. Ils ont en face d'eux, et moi j'étais pareil, des élèves qui sont pas des machines à écouter les connaissances. C'est des gens qui ont une personnalité. Il faut du respect pour eux. Il faut être ferme. Ça veut pas dire d'être démagogue, mais je pense que c'est ça le problème. Moi, j'avais beaucoup de respect pour les élèves, et puis surtout, j'étais consciencieux. Et je mettais j'essayais de faire les cours les meilleurs possibles, et ça aide bien. Quand vous faites du bon travail, ça passe bien. Vous voyez. Très bien. On va faire une petite pause et puis on se retrouve tout de suite. Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale. Vous autrement, osez vous dévoiler au-delà du faire et du paraître avec Clotilde sur Radio Grand Lac. Notre invité du jour, le professeur Jean-François Cony. On poursuit cet entretien. Je vous remercie déjà pour toutes les clés que vous nous donnez et pour les petits, alors un mot très à la mode, les petits tips pour les professeurs qui sont actuellement en poste. On revient sur ces qualités que les professeurs, entre guillemets, le doivent, n'est pas très bien choisi, mais les qualités que les professeurs ont et qui vont faire que vous allez être un professeur qui marque à vie. Un proche, un de vos élèves m'a dit, moi, professeur Jean-François Cony, je m'en souviendrai à vie, il m'a marqué. Quelles sont pour vous les qualités qui marquent les élèves? Moi, je pense déjà que il y a la pédagogie, il y a la façon de... Moi, je suis incapable devant un groupe de faire passer un message si je sens que les gens sont pas réceptifs. Donc il y a la façon de s'exprimer, la façon de parler, la façon de préparer. Il y a le sérieux de la préparation aussi. Il y a ce que je disais tout à l'heure, il y a le respect des gens qui sont devant vous. Donc et puis ça passe tout seul. Si vous faites un travail de qualité, vous êtes
hyper ponctuel, vous ménagez pas vos efforts et vous êtes plein de respect pour les gens qui sont en face de vous, tout en étant autoritaire, il y a aucun problème, tout va bien. Si on peut faire ça, parce qu'aujourd'hui, je suis persuadé que c'est pas forcément réalisable partout maintenant. Oui, rien que ce mot autoritaire, je crois qu'il est difficile. Non, mais autoritaire, vous voyez ce que je veux dire. Autoritaire, c'est pas d'être brutal. Autoritaire, ça veut dire d'être strict, de pas accepter des bavardages, des affaires comme ça. C'est ça, être autoritaire. Mais moi, je garde pas les élèves que j'ai connus, ils gardent pas le souvenir de quelqu'un qui était brutal et qui les traumatisait. Hein. C'était un vrai plaisir de venir en classe. Et vous pensez qu'ils gardent quels souvenirs ? Des bons souvenirs. Hein. Moi, bons souvenirs. Ce matin, je suis encore tombé sur un peintre qui était en train de travailler dans un appartement et qui chargeait son matériel et qui m'a apostrophé dans la rue. « Ah, monsieur Conny, je suis content de vous voir, c'est grâce à vous que j'ai eu mon bac, etc. » Moi, je me rappelais plus son nom, etc. On a discuté un moment, donc. Et c'est comme ça tout le temps, quoi. Mais c'est des super retours pour vous. C'est des retours formidables et ça vaut des décorations comme les palmes académiques que je n'ai pas eues et qui ne me manquent pas. Bien sûr, parce qu'on n'a pas parlé du nombre d'élèves que vous avez eu, mais je pense qu'on les compte par milliers. Ben oui, parce que donc moi j'avais en gros j'avais 2 ou 3 terminales par an, une première, une seconde, donc ça faisait à peu près 150 élèves par année, 150 à 200 élèves par année. Faites le calcul sur 37 ans. Multiplié par 37, je suis pas bon en maths. Bon, ça fait des milliers, je vous le confirme. Voilà. Donc, vraiment un très grand nombre d'élèves. Et vous en croisez, du coup, vous disiez beaucoup, souvent, comme par régulièrement. Exemple, là, où j'en vois à la télévision comme Laurence Ferrari. Ah bah oui. Ouais, parce je l'ai eu en terminale et c'était une élève très intéressante. Il y a à Radio Grand Lac, vous avez un certain Jean-Pierre Germain que vous connaissez bien et qui était aussi avec moi. Un de vos élèves, ouais. Donc, c'est toujours... et Laurence Ferrari, par exemple, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu, mais il y a 10 ans, on s'est croisés et l'interjection à mon professeur préféré, voilà. Voilà. C'est une belle reconnaissance. Ouais, c'est une belle reconnaissance. Il ne faut pas que les chevilles gonflent pour autant, hein, donc je reste modeste. Mais moi, je suis content d'avoir fait mon travail correctement et d'avoir laissé de bons souvenirs. Oui, voilà. Et puis vous pouvez savourer la fierté de voir vos élèves avoir aussi réussi. Oui, puis, bien sûr, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et vous aimez les rencontrer comme ça par hasard dans la rue ? Ça se passe de façon imprévue. Hein. Moi, j'y pense pas, et puis je veux tout d'un coup quelqu'un, et voilà. Donc on en parle. Ouais, c'est en tout cas des beaux échanges. Non, mais c'est beau. Et des rencontres tout à fait spontanées. C'est une reconnaissance de l'investissement qu'on a fait. Voilà. Et alors, en tout début d'émission, vous parliez de l'orientation. On va revenir un petit peu sur ce point-là, puisque aujourd'hui, on essaye d'orienter les enfants le plus tôt possible, dès la 4e, donc en milieu de collège. On leur parle déjà de leur future orientation. En tant que ancien professeur, est-ce que vous avez un petit peu de recul là-dessus? Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus? Le recul, c'est net. Ce qui se passe actuellement, c'est un progrès par rapport à mon époque. Alors, on va parler comme un ancien combattant. Quand j'étais élève, orientation 0. Hein, donc, moi, ça va que j'adorais l'histoire, la géographie, donc je me suis lancé là-dedans, mais autrement, aucun conseil. Quand j'étais professeur, l'orientation démarrait, mais souvent ça démarrait trop tard. C'est dommage de s'intéresser au devenir d'un élève quand il est en première ou en terminale. Il faut que ça démarre tôt. Hein. Et démarrer tôt, ça doit démarrer par des petites touches, hein, des contacts, des rencontres avec des professions, etc. Et démarrer en 4e, moi je trouve c'est bien. Ça peut même démarrer plus tôt. Ça devrait être intégré dans le cursus scolaire pour que les élèves réfléchissent à ce qu'ils peuvent faire, à ce qu'ils sont capables de faire. Ça, c'est très important. À ce qu'ils aiment aussi. Hein. Aujourd'hui, on insiste beaucoup sur leurs appétences. Oui. Et puis, on les pousse à faire des stages, donc en 3e, en seconde. Oui, et ça, pour vous, c'est une belle amélioration. C'est très, très bien. Ça, c'est un progrès spectaculaire par rapport à l'époque où j'étais professeur. Vous n'aviez pas... Pardon. Non, mais à l'époque, c'était une présentation qui se faisait très tardivement. Et
pas de stage, etc. Donc c'est très difficile. Hein. Et vous n'aviez pas d'outils de connaissance de vous-même. On ne parlait pas d'apprendre à mieux se connaître pour savoir ce qu'il faut mieux faire. Non, pas du tout. Vous n'étiez pas dans cette. Alors il y a des gens qui étaient fortunés, qui étaient embêtés avec le devenir de leurs enfants et qui leur faisaient passer des examens auprès d'un psychologue pour voir qu'est-ce qu'ils pourraient peut-être faire, mais c'était pas à la portée de tout le monde. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un très gros progrès. Là, ça c'est bien. Et ça pourrait être encore accentué. C'est fondamental, quoi. Même si on sait que aujourd'hui, personne va faire comme moi, 37 ans, le même travail. Les gens changent. Hein, vont changer. Si c'était à refaire, vous auriez changé en cours de route ou pas? Ah non, pas du tout. Ah non, pourquoi voulez-vous que je change en cours de route? J'étais heureux comme tout à travailler comme ça, donc j'étais bien. Hein. Alors, vous parlez beaucoup de plaisir d'aller travailler, vous étiez heureux au travail. Ouais. J'ai un peu envie de vous demander si vous voyez le travail comme une façon de gagner sa vie ou il y avait autre chose, parce qu'on sent bien plus. C'est évidemment une façon de gagner sa vie, c'est primordial, hein. Mais c'est aussi se faire plaisir. Il y a des tas de gens qui travaillent dans des professions où ils sont malheureux, hein. Et donc, moi, je trouve ça que c'est compliqué. Là, je gagnais ma vie, donc c'était bien. À une époque où les professeurs étaient mieux considérés financièrement que maintenant, c'est une misère, c'est une des hontes du métier. C'est pour ça qu'il y a un recrutement qui est difficile et qu'au concours du CAPES ou de l'agrégation, il y a moins de candidats que de places, hein, parce que le métier est complètement dévalorisé, en dehors des problèmes qu'on a vus tout à l'heure. Mais moi, c'était donc un moyen de gagner ma vie, mais c'était un plaisir. Moi, j'ai jamais dit, contrairement à certains collègues, vivement que je sois en retraite. Moi, ma retraite est arrivée, bon, je suis parti, et puis voilà. Et alors, cette valeur travail, donc au-delà de cette vocation, vous avez quand même été persévérant, vous avez préparé vos cours, vous avez été rigoureux. Est-ce que vous pensez que cette valeur travail, elle est encore transmise? Oui, mais c'est des choses qui se sentent, ça, vous voyez, donc c'est sûr que le monde d'aujourd'hui, il est plus permissif, il est plus relax, il est plus détendu, mais donc à l'époque, c'est vrai. Mais moi, quand j'étais jeune, dans les années 65, il y avait 6% de croissance par an en France. Est-ce que vous vous rendez compte? Ouais, c'est-à-dire que vous vouliez changer de travail, vous quittiez un travail à midi, à 2h de l'après-midi, vous aviez un autre travail. Hein. Et donc, aujourd'hui, c'est pas pareil, mais c'est comme ça, quoi. Oui, aujourd'hui le contexte est complètement différent. Les valeurs aussi, hein, parce que pour enseigner et pour avoir comme ça une carrière de 40 ans, il faut que ce soit au-delà d'un travail, il faut que ce soit une vocation. Il y en a, ils souffrent plus, mais ils continuent. C'est pas évident pour un professeur de se reconvertir, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est pas forcément évident. Hein. Alors on va passer à cette étape d'après l'enseignement où vous avez fondé la Société d'art et d'histoire à Aix-les-Bains. C'était quelque chose qui vous tenait à cœur depuis longtemps? Non, mais c'est comme ce qui m'est arrivé beaucoup. On est venu me chercher. C'est pas moi qui suis parti pour créer ça. On est venu me chercher parce que l'adjoint au maire de l'époque, il considérait qu'il y avait un patrimoine extraordinaire à Aix-les-Bains et aucune société savante, c'est une expression bizarre, hein, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Aucune société de défense du patrimoine n'existait. Il y en avait une à Chambéry. La société Savoisine d'histoire et d'archéologie, mais elle était centrée quand même sur l'évolution du département. Donc il a dit on va créer quelque chose. Donc il m'a contacté et puis avec un petit groupe, on a fondé cette Société d'art et d'histoire donc en 93. Alors expliquez-nous cette Société d'art et d'histoire, comment elle fonctionne et puis surtout quels sont ses grands axes d'action. C'est une société qui est destinée à défendre et à faire connaître le patrimoine local. Alors patrimoine local, on n'a pas un esprit de clocher, hein. On peut déborder en dehors d'Aix-les-Bains, hein, sans problème. Et pour le faire connaître, eh bien on a des outils, on a une revue qui s'appelle Art et Mémoire, qui est c'est pas modeste ce que je dis, mais c'est une revue remarquable, et en particulier qui est composite, qui a plusieurs sujets, donc qui peut intéresser tout le monde, qui paraît 3 à 4 fois par an. Donc on a des conférences gratuites qui ont lieu le 2e mardi chaque mois au Cinéma Victoria
sur des thèmes toujours pareils régionaux. On participe à des colloques. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a eu une journée sur la mise à jour des connaissances qu'on a sur Aix-les-Bains gallo-romain. Donc, il y a des étudiants des universités de Grenoble, de Paris, des professeurs qui sont venus à Aix pendant une journée. Il y a eu des échanges. La Société d'art et d'histoire était évidemment partie prenante dans cette affaire-là. On organise aussi des déplacements culturels. On va pas dire il faut faire attention, on fait des découvertes culturelles parce que autrement on est en concurrence avec les agences de voyage et on va se faire fusiller. Donc voilà. Est-ce que c'est vous d'ailleurs récemment qui proposiez un déplacement à Genève, il me semble, hein? Oui, c'est ça. Voilà, oui, vous venez vous balader un petit peu au-delà des. Voilà, donc il y a pratiquement 500 adhérents à cette association, donc qui tourne bien et c'est vrai que c'est une fierté de cette. C'est une belle réussite, quoi. Une belle réussite. Et ça laisse vous voulez connaître l'histoire d'Aix-les-Bains aujourd'hui. Vous prenez les 150 numéros de notre revue qu'on a sorti et vous avez un panel extraordinaire pour travailler sur n'importe quel sujet, quoi. Et alors, puisqu'on vous a là et que vous êtes vous avez été partie prenante dans cette fondation, quels sont pour vous les incontournables à Aix-les-Bains au niveau culturel? Les incontournables au niveau du patrimoine, vous voulez dire? Ah bah oui, du patrimoine. Dans le patrimoine, évidemment, le patrimoine thermal. Le patrimoine thermal, donc, qui est en train d'être modifié actuellement avec les travaux considérables, avec la destruction partielle des thermes pétriaux, hein. Donc le patrimoine thermal. Le patrimoine de villégiature. C'est extraordinaire. Parce que Aix-les-Bains, ça a été, en gros, une des capitales européennes du tourisme. Quand vous voyez que la reine Victoria, qui à l'époque était aussi puissante que Trump, puis moins idiote, donc elle est venue 2 fois à Aix-les-Bains, vous vous rendez compte? À Aix-les-Bains, il y a un rayonnement international. Donc c'était une des capitales de la villégiature. C'était une station thermale, mais les gens ils venaient pas forcément pour prendre des bains thermaux, hein, ou des traitements thermaux. Ils venaient pour, comme on disait à l'époque, voir et être vus. Et il fallait venir à Aix. Donc il y a un patrimoine, il y a des grands hôtels, il y a des espaces verts, etc. Il y a tas de choses. Donc c'est une ville aussi qui mérite d'être regardée sur son aspect, son image avec le lac. C'est une ville, donc elle est née sur les sources thermales qui sont en gros à côté de l'ancien établissement thermal Pétrio actuel, celui qui est en cours de démolition. Et la ville, donc elle s'est complètement détournée du lac, hein, elle a vécu à l'intérieur. Et aujourd'hui, maintenant, c'est une ville qui reconquiert son lac et qui a un rayonnement nautique remarquable. Alors c'est très bien, vous me faites une transition extraordinaire. J'ai pas fait exprès, hein. Vous n'avez pas fait exprès, mais on va dévoiler vous-même ce que vous aviez l'habitude de faire sur le lac. Mais on va d'abord faire notre petite pause, et puis on va après la pause terminer l'émission comme il se doit avec les petites questions plus personnelles et on parlera de vos hobbies. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. Professeur Jean-François Cony, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de vous prêter au jeu, de vous autrement et de vous dévoiler au-delà du faire et du paraître. Jean-François Cony, nous arrivons au terme donc de cette émission où nous avons un échange plus intime, je dirais, avec des questions. M'inquiétez là. Avec des questions, vous savez, on appelle ça le questionnaire chinois. Si vous étiez un animal, qui vous seriez, ou encore un personnage historique? Oh là là. Un animal? Je me verrais bien en étant un oiseau. Un oiseau, et pourquoi un oiseau? Il faut nous expliquer. Parce que on a l'impression d'une certaine liberté, de pouvoir être dans plusieurs dimensions, sur Terre, dans les airs. Et quand on est pendu dans les airs, on est bien. Et moi, j'ai fait un peu de parachutisme, et donc pour les besoins du sursis que j'ai obtenu pour faire mes études avant le service militaire, et je garde un très bon souvenir de ça.
Et alors, vous avez sauté en parachute Oui. dans quelle région de France? Dans la région, à Belfort et dans la région dijonnaise. Et qu'est-ce que vous vous souvenez, qu'est-ce que vous gardez comme souvenir? Je garde des souvenirs d'une peur épouvantable, parce que donc on sautait à partir d'un avion qui s'appelle le Nord Atlas, c'est un avion bipoutre qui n'existe plus maintenant. Un bruit d'enfer. C'est la première fois que je montais dans un avion et je savais que j'allais repartir en sautant par la porte, des portes ouvertes, pas moyen de parler, et donc j'ai fait des sauts là-dessus, et ça m'a laissé des souvenirs. Et en particulier quand on a fait le dernier saut à Dijon, donc le pilote, il a fait quelque chose qui était absolument pas conseillé par le règlement. Une fois qu'il a largué toutes les équipes, on était par terre avec nos parachutes, et donc il est passé au-dessus de nous en rase-motte, avec les phares d'atterrissage allumés, et on a jeté nos bérets en l'air, et c'est un souvenir extraordinaire. Voilà. Ultra dangereux, mais extraordinaire. Oui, bah là, c'était dangereux pour lui, hein. Et il aurait pu accrocher son avion à un arbre ou je ne sais quoi, hein. Mais donc, je me rappelle de ça, je me rappellerai toute ma vie. Et vous souriez, on sent que ça vous évoque des souvenirs. Mais une grande peur quand même, hein, parce que c'est pas rationnel de sauter dans le vide. Est-ce que c'est important de vaincre sa peur quand on est jeune? De toute façon, on n'a pas le choix, hein. Quand vous êtes dans un stick, comme on disait à l'époque, quand vous êtes dans un paquet de 15 parachutistes, vous partez avec tout le monde, hein. Alors, le parachute, il y a juste ce sport-là que vous avez fait? Non, mais ça, c'est du sport annexe. C'est uniquement pour avoir l'explication de l'oiseau. Non, c'est pas ça. C'est pas pour l'explication de l'oiseau. C'est parce que quand j'étais jeune, donc on devait partir au service militaire à 18 ans. Si on faisait des études, fallait qu'on passe une préparation militaire pour, en quelque sorte, qu'on soit vaguement préparé quand on arriverait plus tard sous les drapeaux. Et donc j'ai fait ça, mais c'est pas du tout un passe-temps, hein. J'ai jamais fait. Ouais. Très bien. Aujourd'hui, d'ailleurs, un mot sur le service militaire qui n'a plus du tout cette forme-là. Et je dirais que la génération actuelle ne serait pas du tout prête à partir sous les drapeaux. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Il y a peut-être quelque chose à faire au niveau sociétal? Non, le service militaire, ça avait un mérite, c'était de brasser des gens, hein. Moi, quand j'étais au service militaire, j'avais un copain et qui avait pas son certificat d'études. Et donc, avec d'autres qui étaient comme moi, on lui a donné des cours, on lui a fait passer ça pendant les 16 mois. Donc, ça c'est bien, ça brasse, ça donne des cadres. D'un autre côté, aujourd'hui, une armée de conscrits, ce serait une aberration. Aujourd'hui, les armées, elles sont très techniques. Moi, je vois, on nous a fait, j'étais dans le génie, donc on nous a fait construire des ponts de bateaux, on nous a fait péter des explosifs, etc. Qu'est-ce que j'ai retenu de tout ça? Rien. C'est pas possible, une armée de conscrits. C'est pas du tout une armée qui va être efficace sur le terrain, voilà. Donc que le service militaire soit aujourd'hui un service civique sur quelques jours. Sur quelques jours, pour ceux qui veulent, oui, d'accord, c'est bien. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ouais. Ouais, très bien. Si vous étiez un pays, lequel seriez-vous? Alors ça peut être aussi par l'attrait de sa géographie, de sa faune, sa flore. Ouais, moi j'aime beaucoup l'Italie. J'aime beaucoup l'Italie. Je trouve que c'est une civilisation qui est très riche. Je parle pas italien, contrairement à mon épouse qui est bilingue. Mais j'aime bien ce pays, je trouve qu'on s'y sent bien. Je me sens mieux, par exemple, en Italie qu'en Allemagne ou qu'en Suisse. Donc, pourquoi pas l'Italie? Un film qui vous a marqué? Alors, ça va être un film historique, sans doute, mais un film... Non, c'est un film qui m'a beaucoup marqué, c'est Voyage au bout de l'enfer, de Michael Cimino. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, je n'ai pas vu celui-là. C'est un film qui date des années 70 et qui présente donc un groupe de jeunes Américains qui vont partir pour la guerre du Vietnam et donc on les voit dans leur vie dans une région industrielle sidérurgique aux États-Unis. Il y en a un qui se marie, etc. Et on les voit vivre, et puis après on les voit dans la guerre du Vietnam et dans la captivité. C'est un film qui m'a beaucoup marqué, qui m'a énormément marqué. Voyage au bout de l'enfer. Voyage au bout de l'enfer, de Michael Cimino. À voir et avec Robert De Niro et Meryl Streep. Et un livre aussi que vous auriez beaucoup aimé,
et que vous pourriez conseiller à des étudiants? J'en ai des tonnes, mais par exemple, moi, j'ai lu il n'y a pas longtemps un livre d'Olivier Norek. Olivier Norek, c'est d'habitude quelqu'un qui fait des romans policiers et qui a écrit Les Guerriers de l'hiver. C'est un livre extraordinaire. Il décrit, sous une forme romancée mais avec beaucoup historique, la guerre qui a eu lieu entre la Finlande et l'URSS en 1938-39. Parce que l'URSS a voulu envahir la Finlande pour s'étendre, et donc les guerriers de l'hiver, c'est des soldats finlandais qui justement, c'est pas une armée de métier, c'est des conscrits, mais qui vont se défendre et qui vont apporter du fil à retordre à l'armée soviétique. Et c'est un livre remarquable. Et en particulier dedans, le héros, c'est un tireur d'élite qui est capable théoriquement d'abattre une cible à 400 mètres. Donc, j'ai beaucoup aimé ce livre. Les Guerriers de l'hiver de Olivier Norek. Et pour terminer, un personnage historique qui vous fascine. Voilà, personnage historique qui me fascine. J'en ai pas, on va dire. Non, c'est souvent les personnages historiques que je vois, je les vois avec leurs points forts, leurs points faibles, et donc non, je ne vais pas me mettre. Vous êtes lucide en fait. Voilà, par rapport à la je suis très lucide. Et c'est un peu ennuyeux parce que je suis réservé, je suis un peu froid, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui est pas lucide, il s'enthousiasme, etc. Moi, je suis pas comme ça. Je suis sur la réserve. Alors ça peut agacer certaines personnes, mais voilà. Vous diriez que c'est la conséquence de ce métier ou non, c'est la conséquence d'une personnalité, de mon éducation, de la vie que j'ai eue qui était pas drôle. Donc c'est ça qui m'a donné ce comportement. Très bien. Et l'histoire a renforcé les choses en me faisant forcément prendre du recul par rapport aux événements ou aux hommes. Eh ben, on va terminer sur une note positive. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce que vous avez un rêve encore à réaliser, j'espère, ou qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter tout simplement? Plus guère de rêve, mais donc que la santé soit bonne et que les 6 petits enfants que j'ai puissent mener une vie heureuse, sans menace de la part du monde extérieur, que ça vienne de Trump avec son délire commercial actuel, ou de Poutine qui est encore plus dangereux. Voilà, je souhaite qu'il n'y ait pas de problème pour eux. Donc une suite autour de la famille, des liens tissés. Parce que moi, ma vie, elle est quasiment finie, à 82 ans, donc le plus gros effet. Je peux mourir demain matin, mais donc je pense à mes petits-enfants, quoi. Merci beaucoup Jean-François Cony, un très très grand merci, et puis belle continuation à vous. Merci beaucoup. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.